Bonjour tout le monde. L'objectif de ce talk aujourd'hui est de vous présenter un outil qui est sorti récemment qui s'appelle Dockerbake, qui a été proposé par Docker. Et l'objectif, c'est aussi de vous montrer comment ça va permettre de simplifier les builds et d'apporter un peu plus d'élégance et de standardisation pour build les images Docker. Donc, quelques mots sur moi rapidement. Bon, comme ça a été dit, moi c'est Mazloum Tosun, je suis CDO chez GroupBiz, qui est un groupement de freelance tech. Et je suis aussi GDE Google Cloud et Docker Captain. Je partage des contenus sur les réseaux comme une chaîne YouTube avec des contenus autour de GCP et de la tech. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me suivre. Je vais commencer par faire un petit peu d'histoire. Et ensuite, je vais expliquer les éléments petit à petit. Alors, en 2013, on a eu la release de Docker. Et ensuite, en 2018, on a eu l'arrivée de BuildKit. Et je vous expliquerai un peu plus BuildKit juste après. Et ensuite, en 2019, on a eu la release du plugin BuildX. Et en 2023, on a eu BuildKit et BuildX qui sont proposés par défaut dans Docker. Et ensuite, en février 2025, on a eu la release en GA de Dockerbake. Alors, rapidement, qu'est-ce que BuildKit? BuildKit, c'est le moteur qui est utilisé derrière la scène pour gérer les builds de vos images. Donc, lorsque ça a été release, l'avantage de BuildKit, c'est que ça apporte des optimisations comme la possibilité d'avoir une gestion du cache qui est mieux faite. Et on a aussi la notion de build en parallèle qui est apportée par BuildKit, et aussi le fait de pouvoir faire des builds en multiplateforme. Donc ça a été apporté par BuildKit. Et on a aussi le support des secret moons. Donc on a la possibilité de passer de façon sécurisée des secrets et de travailler avec dans nos images Docker. Donc ça, c'est BuildKit. Alors, et maintenant, on va parler un petit peu de BuildX. BuildX, c'est un plugin de CLI, et c'est utilisé par défaut dans Docker CLI depuis 2023. Donc quand vous allez faire des Docker builds, ça va faire des alias sur Docker build BuildX. Donc c'est intéressant. Et BuildX utilise le moteur BuildKit derrière la scène, en back-end. Et donc, ça bénéficie de toutes les optimisations que BuildKit apporte. Donc quand vous allez utiliser du BuildX, c'est des optimes grâce à BuildKit en back-end. Donc on va dire que BuildX, c'est un peu le front qui utilise BuildKit en back-end. Donc on a aussi un truc qui s'appelle les builders, je vais y revenir après, qui permet d'avoir des builds de façon isolée et réutilisable. Et c'est utilisé par défaut dans Docker Desktop. Si vous avez Docker Desktop, vous allez avoir BuildX, parce qu'il y a d'autres installations de Docker qui sont minimalistes et qui parfois n'apportent pas BuildX par défaut, il faut l'installer soi-même. Voilà. Il faut savoir que sur Docker Desktop, c'est là. Alors, Dockerbake, ça dépend de BuildX. Donc si vous avez BuildX, vous avez Dockerbake automatiquement. Et donc, forcément, vous allez encore utiliser BuildKit en back-end et donc bénéficier des différentes optimisations. C'est une nouvelle standardisation qui permet de build des images Docker. Donc, au lieu de faire vos commandes Docker build traditionnelles, vous allez le faire potentiellement avec Dockerbake, qui apporte une syntaxe qui est assez élégante et moderne, je le montrerai juste après. Et c'est basé sur du HCL ou du YAML, mais dans ce talk, moi je vais plus présenter des exemples en HCL. HCL, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un langage qui est proposé par HashiCorp, et c'est un langage qu'on retrouve dans Terraform, par exemple. Donc ce que je vais faire, je vais vous présenter une démo un peu avec des commandes en Docker build classique. Ensuite, je vais vous montrer un peu l'équivalent de ça avec Dockerbake. Je vais également présenter des fonctionnalités de Bake assez avancées. Je vais comparer les approches. Et ensuite, je vais utiliser des outils de CI/CD existants comme Cloud Build, GitLab CI et GitHub Actions. Et je vais vous montrer comment faire du Dockerbake avec ça, petit à petit. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir des slides et je vais aller sur un petit schéma
Et dans ce schéma-là, je vais vous montrer un peu plus en détail ce que je présentais dans la démo. Donc, comme je l'ai expliqué, il va y avoir une partie code. Dans cette partie code, on va vous montrer un peu de Docker Build. On va montrer des exemples et des fonctionnalités avec Docker Bake. On va aussi montrer qu'on peut faire... donc nos exécutions vont se faire depuis nos machines locales et aussi depuis nos outils de CI, comme je l'ai expliqué. On va montrer qu'on peut faire du bake depuis Docker Compose également. Donc ça, c'est intéressant, parce que Docker Compose va gérer le runtime et on va pouvoir gérer les builds et le runtime en même temps. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et ensuite, les outils de CI comme Cloud Build, GitHub Actions et GitLab CI. Et on va utiliser un repo privé sur Google Cloud Platform qui s'appelle Artifact Registry. C'est là-bas qu'on va aller publier nos images Docker. Et on travaille avec ce repo privé. Donc, ce que je fais, c'est que je vais aller faire un petit saut dans le code et vous montrer comment c'est la démo. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai préparé quelques images Docker. Donc là, j'ai deux images, app et infra. Donc c'est des images qui se veulent minimalistes ici pour des raisons de simplicité. Donc là, j'ai une image app, une image infra, je vous la montre. Voilà. Et ensuite, rapidement, j'ai un petit script en Docker Build classique qui va montrer justement comment build ces images. Et donc là, de façon très classique, je vais appliquer d'abord des petits validators avec un petit script bash, parce que j'ai des champs qui, pour moi, sont obligatoires. Ensuite, j'ai une première commande Docker Build pour la partie app. Et ensuite, j'en ai une seconde pour la partie infra. Donc, je zoome un petit peu. Voilà. Ce qui est bon. Ensuite, ce que je peux faire, c'est que je peux un peu améliorer ça. Je peux me faire une petite boucle for sur app et infra. Et ensuite, dans ma boucle for, je me fais ma petite ligne de commande Docker Build avec mes différents paramètres. Et ça va me permettre de builder mon image et de la publier sur le repo privé Artifact Registry. Voilà. Donc ça, c'est en Docker classique. Donc on voit qu'on doit passer différents paramètres via cette CLI. Maintenant, je vais vous montrer l'équivalent avec Docker Bake. Donc là, j'ai créé un fichier. Et comme je vous l'ai dit, c'est basé sur de l'HCL. Et voici comment Docker Bake fonctionne. Donc, on a cette syntaxe HCL qui ressemble à ce qu'on voit un peu dans Terraform. Donc, on a une notion de groupe ici. Cette notion de groupe va être basée sur des notions de target. Donc, on va créer une target par image Docker, en gros. Donc là, j'ai une target qui s'appelle app. Et Docker Bake me donne des propriétés, comme la partie contexte, Dockerfile. Et aussi, comme ça dépend de BuildX et de BuildKit, je peux faire mes builds en multiplateforme. Voilà. Si par exemple, j'ai des architectures ARM ou AMD, là, ça va être très simple avec Docker Bake de passer ce paramètre en multiplateforme et ensuite, je vais build mon image pour les deux plateformes. Je peux également passer mes tags et des paramètres comme de l'attestation, par exemple, qui sont des métadonnées que je peux mettre sur mon image. Et je fais la même chose sur la partie infra. Donc, jusqu'ici, vous le voyez, la syntaxe est assez simple. Et ensuite, je vais passer mon petit groupe et je vais référencer les deux targets. Et automatiquement, quand je vais runner ma ligne de commande Docker Bake, ça va invoquer le groupe default. Si vous ne mettez pas default, il va falloir référencer les targets vous-même dans la ligne de commande. Donc, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai un README dans lequel j'ai préparé des lignes de commande. Et donc, voici la première commande. Elle est là, je la copie, je vais dans ma session shell, je la zoome un maximum. Donc la commande, c'est ça, c'est docker buildxbake. On lui donne le fichier HCL avec un -f, et on peut passer différents fichiers, on peut concaténer différents fichiers. Donc là, en l'occurrence, moi, je vais avoir un fichier qui s'appelle vars.hcl, et je vais ensuite passer mon fichier HCL qui va me builder mon image app et infra. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble le vars rapidement. Donc, tout à l'heure, dans mon script, je faisais des if dans mon script bash. Là, directement, j'ai la notion de variable avec bake. Et dans chaque variable, je peux appliquer des validators. Donc, je peux directement dire, ma variable est obligatoire, elle suit tel pattern, et ainsi de suite. Donc ça, c'est assez intéressant. Et en fait, on peut passer des fonctions UDF HCL
dans nos validators et aussi dans d'autres éléments autour de Bake. Donc là, en l'occurrence, je fais un validator très simple. J'ai un projet GCP dans lequel je travaille et mon champ doit être obligatoire. Et je fais pareil pour d'autres champs comme l'URL du repo privé. Je reviens sur ma ligne de commande. J'ai aussi une option qui s'appelle --print qui va me permettre, avant de déclencher mon build, de vérifier le contenu généré par Bake. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'en faisant entrer, Bake va me dire « voici ce que moi je t'ai généré ». Je t'ai généré le fameux groupe qui pointe vers app et infra. Ensuite, j'ai la target app avec tous les paramètres à l'intérieur. Et en fait, tous mes paramètres que j'ai passés en variables et en variables d'environnement ont été résolus par Docker ici, par Docker Bake. Et donc, ça me permet, en amont de lancer ma ligne de commande, de vérifier que tous mes éléments ont été remplacés correctement. Et donc, ça m'apporte une couche de vérification en plus, qui est assez intéressante. Donc, je vais enlever le -print. Et là, je crois que j'ai un petit souci, mais pas très grave. Donc, en gros, il y a la partie infra et app. Et là, je vais vous montrer un second exemple rapidement. Je vais avoir une micro-application Python que j'ai préparée pour l'exemple. Et cette application Python, ce qu'elle fait, elle est très simple. C'est qu'elle apporte un validator avec un style functional programming. Et en fait, je vais apporter des tests unitaires sur ma classe validator ici. Alors, je fais un commande Z. Et je vais faire des tests unitaires pour vérifier que mon validator fonctionne bien, en gros. De façon classique, ça va être ça. L'application est vraiment basique. Et ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un linter et un test, 2 images Docker pour ça. Et je vais vous montrer que ça va être très simple là de préparer mes images Docker, de les build avec Docker Bake et de les exécuter. Et en fait, ce qui va être bien, c'est que comme Bake apporte cette standardisation, que vous soyez en local ou en outil de CI, vous allez profiter de cette stratégie Bake qui, elle, va vous gérer vos images, vous gérer les interactions entre les images et ainsi de suite. Donc, pour le linter, là, ce que j'ai fait, c'est que pour ma micro-application, j'ai besoin de quelques packages open source histoire 2. Et pour ça, j'ai utilisé un outil dans l'écosystème Python qui s'appelle UV. Donc UV, pour ceux qui font du Python, je vous recommande vraiment de travailler avec cet outil-là, qui est un package manager Python, qui est codé en Rust derrière la scène, et qui est extrêmement rapide. Donc c'est plus rapide que du pip traditionnel, c'est plus rapide que du pip env, du poetry, et ainsi de suite. Donc si vous travaillez avec du Python, UV, c'est très très rapide. Donc là, je prépare mes packages PyTest et PyLint, qui vont permettre de me faire mon linter et mes tests unitaires. Et ensuite, très rapidement, dans mon image Docker, je vous montre. Là, je vais travailler avec UV et je vais ramener mes packages Python dans le Dockerfile. Et ensuite, je vais les installer comme il faut. Je profite de cet exemple pour vous parler un peu de cache Docker. Si vous êtes amené à travailler sur Docker de façon générale, je vous recommande de bien utiliser le cache Docker pour optimiser vos temps de build et pour ne pas recalculer des layers inutilement. En fait, le cache de Docker, comment il fonctionne? Il fonctionne layer par layer. Si un layer ne change pas, Docker reprend l'élément du cache. Si le layer change, Docker recalcule les éléments de la ligne de commande et tous les layers d'après vont être invalidés du cache. Donc là, pour mon application Python, ce que je fais, c'est que... excusez-moi, j'ai un souci de connexion. Pardon. Hop. OK. Et voilà. Et donc là, j'ai ma petite application Python. Donc ce que je vais faire, l'erreur qu'on peut voir parfois ici, c'est que parfois dans le Dockerfile, les gens vont copier le code avant d'installer les packages Python. Sauf que les packages Python, pour moi, ne dépendent pas du code. C'est des packages que je vais télécharger d'un repo. Pour moi, ils ne dépendent pas du code. Donc si je modifie un peu mon code, que j'ai copié mon code avant l'instruction qui installe mes packages Python, à chaque fois que je vais update mon code, ça va me retélécharger mes packages Python, et donc je vais perdre en temps de build. Et forcément, les développeurs ne peuvent ne pas être contents parce qu'ils vont se dire « Ah ouais, mais ça retélécharge les packages à chaque fois, ce qui n'est pas bon. »
Et donc, avec ça, on peut avoir des optimisations de temps de build et on peut avoir une approche qui est orientée un peu GreenOps parce qu'on peut optimiser nos builds. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'ici, je copie d'abord mon fichier TOML pour UV, j'installe mes packages, ensuite, je fais du multistage avec Docker. Donc, le multistage, si vous n'en avez pas fait auparavant, je vais pouvoir gérer mon Dockerfile avec différents stages, et c'est juste le stage final qui va rester dans mon image. Donc tous les éléments qui m'ont servi au stage d'après pour faire des calculs ne vont pas rester dans l'image, donc ça me permet d'avoir des images plus petites, plus sécurisées, et forcément qui se chargent plus rapidement. Donc là, moi ce que je fais dans mon stage 1, c'est que je calcule tous mes packages Python, et ensuite dans le stage 2, je récupère ce qui a été calculé du stage 1, je le copie dans un folder qui s'appelle Python Packages. Ensuite, je copie mon code Python à l'intérieur et je tape ma ligne de commande PyTest avec une commande par défaut avec entry point. Et ensuite, j'apporte mes paramètres derrière optionnels avec CMD. Voilà. Donc, ça, c'est pour la partie PyTest. La partie linter, je ne vais pas forcément la réexpliquer, c'est la même logique, sauf qu'on fait un PyLint à la fin. Et donc, je vais repartir dans mon README et vous montrer un peu ça. Alors là, j'ai mon petit linter HCL et j'ai mon README qui est en bas. Alors, je reviens sur le README. Hop. Donc là, je prends ma commande. Ah, il y a aussi un aspect que je ne vous ai pas dit, c'est qu'ici, je n'ai pas mis de groupe default. Je l'ai fait volontairement. J'ai créé un groupe qui s'appelle validate, et dans validate, j'appelle linter et test. Et donc, comme je n'ai pas mis de default, dans la ligne de commande docker build is bake, je vais devoir passer ma target ou mes targets dans ma commande. Donc là, je vais passer le validate dans ma ligne de commande. Donc, j'arrive dans mon README, j'ai ma commande, je vais dans ma session shell, et je vais l'exécuter. Ça va me prendre quelques secondes. Normalement, je n'ai pas changé mes packages Python, donc c'est censé être assez rapide. Pour gagner du temps, ce que je vais faire, c'est que j'ai préparé un petit compose file. Donc là, avec Bake, j'ai géré le build. Maintenant, je vais gérer le runtime avec Docker Compose, qui est un petit orchestrateur de containers. Et donc, grâce à ça, je vais runner les tests unitaires et le linter pour mon application Python assez rapidement. Donc là, j'ai des petits soucis de connexion, je suis désolé. Alors, je pense que j'ai déjà build l'élément, donc je ne suis peut-être pas obligé d'attendre, c'est pas très grave. Ok, pas très grave. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous exécuter rapidement ça dans le README avec cette petite ligne de commande Docker Compose. Et là, on voit que mon application Python, le linter et les tests unitaires ont été exécutés. Donc, on me dit que mes tests sont OK. Et après, pour le linter, voilà, j'ai une note qui n'est pas parfaite parce que je n'ai pas mis de la doc sur mon validator, de la docstring. Donc là, je vous ai montré ça, le linter et le test. Maintenant, je vais passer à d'autres exemples pour vous montrer qu'on peut faire, on a pas mal de fonctionnalités avec Docker Bake. Alors, linter test. Il y a la partie inheritance qui est pas mal. C'est qu'en fait, on peut créer une target qu'on va appeler common. Donc ça, c'est une target qui est par défaut. Et dans cette target-là, je vais mettre toutes les propriétés qui sont partageables et réutilisables et qui sont common. Donc je les prépare ici dans common. Donc j'ai le contexte et j'ai le multiplateforme et ainsi de suite. Et ensuite, dans mes autres targets, je peux faire un inherit de common. Donc grâce à ça, vous pouvez avoir des stratégies où vous préparez des éléments et vous les gérez une fois, et ensuite vous les propagez dans les autres targets. Donc ça, Bake permet de faire de l'inheritance, et c'est assez intéressant. Maintenant, il y a une autre notion que je voulais vous montrer. Parfois, quand on va travailler sur des images Docker, on va avoir un outil qu'on va builder différentes versions de nos images, et on va aussi builder des images qui sont différentes par OS. Ça, c'est un truc qu'on peut voir parfois dans différents outils. J'ai vu qu'ils faisaient ça, par exemple, dans PostgreSQL. Donc, ils fournissent différentes images Docker en multi-OS, avec du Debian, de l'Alpine et ainsi de suite, pour adresser différents usages. Donc moi, j'ai repris un exemple qui ressemble un peu à ça, où je vais avoir des stratégies d'images multi-OS, multi-version. Et ensuite, je vais vous montrer comment, de façon très simple, je vais faire descendre ça dans Docker Bake, et je vais pouvoir avoir ma stratégie de build.
Donc là, c'est la notion de matrix. Et donc là, je mets des petits Dockerfiles en Alpine avec différentes versions, 3.17 et 3.23. Et ensuite, je vais faire pareil avec du Bookworm et du Bullseye. Donc ça, Bookworm et Bullseye, c'est des versions différentes de Debian. Donc pour l'exemple, je simule différentes images. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que dans Dockerbake, grâce à cette notion de matrice en anglais, je vais préparer déjà ma stratégie ici. Je vais créer mes blocs de target, je vais les préparer. Ensuite, le petit common, parce que je n'ai pas envie de répéter le contexte, il est posé une fois. Et là, grâce à cette notion de matrix et cette syntaxe, je vais préparer le build de mes images Alpine. Donc je prépare Alpine avec mes versions. Donc là, ça va me faire un produit cartésien. Ça va me répéter Alpine 3.17, Alpine 3.21. Donc ça va me faire l'équivalent d'une boucle for. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour le moment, dans Dockerbake, pour ceux qui ont l'habitude de faire du Terraform, dans Terraform, on a la notion de list, de map, et on peut faire des for each. On peut même paramétrer des listes à l'extérieur de Terraform, en JSON, YAML ou peu importe, et ensuite les faire descendre dans le monde de Terraform. Malheureusement, avec Dockerbake, on n'a pas cette possibilité pour l'instant. On n'a pas encore des notions de listes externales ou des trucs qu'on peut préparer et ensuite faire des boucles for, mais on a cette notion de matrix qui nous aide pour le moment à le faire. Donc grâce à matrix, je vais simuler un peu une boucle for et gérer justement ce produit cartésien entre mes variants et mes versions. Et grâce à ça, et ensuite ce que je peux faire, c'est que je peux prendre le paramètre variant et version et l'utiliser dans mes autres propriétés de ma target bake. Donc là, j'ai besoin d'avoir un name unique. Je peux aller ensuite calculer le chemin de mon image Docker assez simplement en prenant ma variant et ma version. Je peux même faire un replace qui est un UDF HCL. Et ensuite, je vais vers mon Dockerfile et le tour est joué. Pour mon tag, je peux aussi apporter ça. Et donc, comme vous le voyez, c'est assez simple. Mes matrix me permettent de gérer cette boucle for et de gérer justement ces combinaisons. Je fais pareil pour du Bullseye, donc matrix pour ça, et pareil pour le Bookworm. Et donc là, on est OK. Maintenant, je vais vous montrer une autre notion de matrix, une autre façon d'utiliser les matrix avec Dockerbake. C'est, on peut poser une liste d'items, au lieu de gérer ces combinaisons comme je l'ai montré juste avant. Et donc, on va poser notre liste d'items, et ensuite, la matrix va faire comme une sorte de boucle for sur chaque élément de ma liste d'items, et va me permettre de me faire un build par item. Bon, là, j'ai repris mes images linter et test, et je ramène ce bloc linter, je prépare mes propriétés à l'intérieur de ma liste d'items et de mon bloc matrix, et je fais pareil pour le test. Et ensuite, c'est très simple pour moi d'aller prendre l'élément item qui est fourni par ma matrix, et là, je récupère mes propriétés, et ça va me faire l'équivalent d'une boucle for, comme je vous l'ai dit, sur ma liste d'items. Donc là, je vous ai montré 2 exemples de matrix qui peuvent vous simplifier la vie, et donc ça, c'est cool. Autre exemple que je voulais vous montrer ici, c'est le fait de pouvoir faire du Dockerbake depuis Docker Compose. Donc j'en ai parlé dans le schéma initial. Donc, comme je l'ai expliqué, Docker Compose, c'est un orchestrateur de containers, donc ça va vous gérer le runtime de vos containers. Et en fait, l'équipe Docker donne cette possibilité de passer cette propriété xbake à l'intérieur du Docker Compose. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir passer nos propriétés pour bake. Donc ça va remplacer ce que je vous ai montré auparavant avec les fichiers HCL. Donc, on va faire notre stratégie compose, on va passer les paramètres bake avec nos propriétés, et grâce à ça, on va gérer et le build et le runtime de nos containers. Donc là, pour l'exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai montré qu'on peut facilement faire du multiplateforme, build, et préparer le chemin de notre tag. Je fais pareil pour l'image infra, et je vais ensuite vous exécuter l'élément. Donc je reviens un peu plus en bas, parce que les matrix, je ne les ai pas exécutées.
Et là, je vais vous montrer justement cet exemple depuis Compose. Voilà. Donc là, on a vu que on a build nos images Docker très simplement depuis un Docker Compose file avec des paramètres bake à l'intérieur. Et donc, ça nous donne encore une possibilité supplémentaire. Il y a un autre truc dont je ne vous ai pas parlé encore, c'est que on peut faire de la composition. Alors, j'ai montré la composition entre var HCL et mon fichier bake pour vous permettre justement d'injecter les variables et ensuite de prendre le fichier bake et de travailler avec. Ce qu'on peut faire d'autre, c'est qu'on peut combiner et composer d'autres fichiers bake, ce qu'on ne peut pas faire en Docker build traditionnel. Et pour ça, il suffit de faire -f HCL, fichier HCL1, -f fichier HCL2, etc. Si on fait ça, il y a un élément à prendre en considération, c'est qu'on est obligé de passer les différentes targets de tous nos fichiers HCL qu'on veut exécuter. Donc là, volontairement, j'ai repris mon exemple de infra et app et mon exemple de linter. Et ce que je fais, c'est que je passe la target default et ensuite la target validate. Et en fait, je vais vous montrer que on peut facilement faire cette composition, et ça, c'est vraiment intéressant. Donc là, je vais ajouter -print pour vous montrer que Bake m'a tout concaténé pour moi, quoi. Voilà. Il m'a généré mon bloc default avec toutes les targets à l'intérieur, app, infra et validate. Il reprend ensuite mon sous-bloc validate, là, avec mon linter et mon test. Et ensuite, il me remontre le petit bloc infra, tous mes targets qui ont été générés, quoi. Infra, linter, test, ainsi de suite, quoi. Donc ça peut vous donner des possibilités supplémentaires dans votre code de préparer des stratégies de fichiers HCL pour builder vos images, et ensuite vous pouvez les composer avec votre ligne de commande. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc là, on est bon. Tout à l'heure, je ne vous ai pas montré, mais j'ai essayé de resimuler l'histoire des matrix en Docker build classique. Et pour ça, c'est vrai que ça me force à faire, par exemple, 2 boucles for. Et on peut encore s'en sortir, mais c'est vrai que petit à petit, on sent que parfois, quand on va avoir des stratégies un peu plus complexes dans nos builds, en Docker build classique, c'est des scripts maison qu'on doit faire. En Docker Bake, il y a une standardisation qui permet de le faire. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais repartir dans mon README pour voir ce qui manque au niveau de la démo. Donc là, on a passé un peu les différents exemples. Ah, il y a le fichier GitHub. C'est vrai qu'on peut aussi faire du Docker build bake depuis un repo GitHub. Donc pour ça, dans votre ligne de commande, vous allez juste passer le chemin du repo. Ensuite, vous allez donner le fichier HCL ou les fichiers HCL depuis ce repo GitHub. Et donc, on peut facilement faire du bake depuis un repo GitHub. Voilà. Donc là, c'est le -print qui me montre un peu le résultat. On peut aussi mixer depuis le repo GitHub un fichier qu'on a en local et un fichier qu'on récupère du repo GitHub. Donc on peut mixer du local et du remote file très facilement dans notre ligne de commande. Et là, on est bon. Donc, maintenant, je vais vous montrer un peu comment intégrer ça dans de la CI/CD existante. Donc, pour ceux qui ont fait du Google Cloud, on a un outil de CI/CD qui s'appelle Google Cloud Build, qui est serverless. Serverless, ça veut dire qu'on ne va pas avoir à se préoccuper de gérer un serveur. On va juste fournir notre ligne de commande et notre script de CI, et ensuite, c'est le cloud provider qui va monter l'instance à la volée et runner notre pipeline CI/CD. Donc ça, c'est Google Cloud Build sur GCP. Et donc, c'est basé sur des images de base. Donc là, on a une image qui s'appelle Cloud Builder Docker. Et grâce à ça, ensuite, je vais pouvoir taper mes lignes de commande Docker build bake. Donc ça, c'est la commande que je vous ai montrée depuis tout à l'heure en local. Je l'exécute depuis Cloud Build de façon très, très simple. J'ai eu besoin de préparer cette ligne de commande avant parce que c'est ce qui va me permettre d'activer BuildX. C'est la notion de builder. Donc là, ça va utiliser un builder par défaut et ça va activer BuildX dans ce contexte de CI. Et là, le tour est joué. Je pourrais l'exécuter juste après.
Et là, maintenant, je vais vous montrer comment on fait du Docker Bake dans GitHub Actions. Donc, si vous êtes amené à faire du GitHub Actions pour vos pipelines CI/CD, en fait, je vais vous montrer que l'équipe Bake a fourni des actions prêtes à l'emploi pour ça. Donc, je prépare des variables d'environnement. Je dis qu'à chaque fois que je push mon code, ça va déclencher ma pipeline CI/CD. J'ai besoin de gérer des notions d'authentification vers mon cloud provider. Donc j'ai besoin que mon contexte de CI s'authentifie sur GCP, et ensuite de permettre à Docker également d'être authentifié sur GCP. Donc pour ça, j'ai 2 steps d'authentification et de configuration Docker. Et ensuite, j'ai une action qui est fournie par l'équipe Docker qui s'appelle setup buildx. Donc ça va me permettre d'activer buildx. Et ensuite, j'ai un bake action. Donc ça va être très simple pour vous de prendre cette action bake action et de pouvoir gérer du Docker Bake directement dans GitHub Action. Pour ça, cette action, comment elle fonctionne? Donc, moi, je montrais comment taper la ligne de commande avec des -f, -f, -f. Là, en fait, vous allez juste avoir un paramètre qui s'appelle files et vous allez passer chaque file séparé par une virgule. Donc, ça va être très, très simple de faire l'équivalent de ce que je montrais localement avec cette action. Donc là, j'ai du var HCL, docker bake app infra. Donc, je passe les 2 files qui m'intéressent. Et ensuite, je peux passer là où les targets qui m'intéressent. En l'occurrence, ici, c'est la target default. Je n'étais pas obligé de la mettre parce que default, c'est utilisé par défaut par bake. Mais pour l'exemple, je le montre quand même. Ensuite, je dis que je veux push mes images sur le repo privé. Donc, c'est le paramètre push. Ensuite, j'ai voulu activer du cache. Parce que pour moi, à chaque fois que je lance des pipelines CI/CD, comme je vous l'ai expliqué, j'ai envie d'utiliser du cache Docker. Je n'ai pas envie que mes layers se recalculent inutilement. Et pour ça, j'ai utilisé le cache de GitHub Actions. Et donc, je passe ces paramètres avec un set. Et donc, grâce à ça, j'active le cache de GitHub Actions très, très simplement. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai un petit navigateur qui est ouvert. Et donc, j'ai cette CI/CD avec GitHub Actions. Alors, elle est très, très simple, de toute façon, elle est là. Et ensuite, j'ai mon Docker build et push. Et donc, là, je vais vous montrer que tout a été récupéré du cache. Je vais faire un petit zoom, voilà. Donc, toute la partie UV, installation de package pour mon image linter et test, on voit que tout a été récupéré du cache. Donc, la pipeline avec GitHub Actions a été vraiment simple à être mise en place. Il y a un autre aspect que je voulais vous montrer pour l'exemple, c'est que quand vous faites du bake avec GitHub Actions, dans le bloc set, vous pouvez override des paramètres qui ont initialement été setés dans bake, vous pouvez les override dans GitHub Actions. Si pour une raison X ou Y, vous voulez le faire, vous avez cette possibilité dans le bloc set de remplacer les paramètres que vous souhaitez remplacer. Donc là, en l'occurrence, ici, j'ai remplacé les paramètres test et lint, et j'ai repassé la notion de cache. Donc jusqu'ici, tout va bien. Le dernier exemple, c'est GitLab CI. Donc, je vais vous montrer. Alors, là, pour GitLab CI, je travaille sur gitlab.com directement. Donc là, la subtilité, c'est que ça dépend de VM, donc ce n'est pas installé dans Kubernetes. Donc, j'évite un peu les phénomènes de Docker in Docker, mais je ne veux pas trop en parler ici parce que c'est un sujet à part entière. Donc, j'arrive là. Dans mon before script, je prends cette image de base qui s'appelle Docker 28.1.1, et cette image-là, malheureusement, ne me rappelle pas buildx par défaut. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais être obligé, par exemple ici, alors j'aurais pu préparer une image de base, mais peu importe, pour l'exemple, c'est pour vous montrer. Donc, je télécharge le plugin buildx, voilà, et ensuite, je vais aller mettre ça dans un emplacement qui s'appelle CLI plugin. Et ensuite, je peux taper mes commandes buildx classiques. Je peux faire un docker buildx create, qui va me faire cette notion de builder un peu isolé, pour l'activer. Ensuite, je vais authentifier Docker sur mon cloud provider. Et à la fin, dans mon step de build, de façon très très simple, je vais taper ma ligne de commande docker buildx bake, et le tour est joué. Donc je passe mon validate et mon --push.
Il y a une toute petite subtilité que je n'ai pas montrée volontairement dans le premier exemple, c'est qu'on peut aussi, dans Docker Bake, utiliser les paramètres cache from et cache to qui sont là. Et donc, je vais me servir de mon repo distant Artifact Registry pour permettre à Docker de gérer son cache. Comme ça, parce que là, dans GitLab CI, c'est un peu différent que dans GitHub Actions. GitHub Actions avait vraiment son cache. Là, j'ai préféré ici, dans GitLab CI, utiliser vraiment Artifact Registry. Et à chaque nouveau build, Docker va construire une image cache, va l'envoyer dans Artifact Registry, et dans le build après, il va comparer le Dockerfile en cours avec celui de l'image cache, il va comparer les layers, et s'il n'a pas besoin de reconstruire des layers, il va les prendre du cache. S'il a besoin de les reconstruire, malheureusement, il va les recalculer. Mais j'ai ajouté ces deux petits paramètres dans Docker Bake, et c'est ce bakefile qui est utilisé dans GitLab CI. Et donc, ce qui est cool, c'est que là, je build mes images Docker tout en bénéficiant d'un cache inter-pipeline CI/CD. Donc, pour mes différents pipelines CI/CD, quoi. Voilà. Donc, j'arrive là, et je vous montre un peu ce que ça donne côté GitLab CI. Donc là, j'ai un build qui a été exécuté. Voilà. Et pareil, ça a build mon image. Et voilà, je voulais quand même vous remontrer que le cache a bien été utilisé sur UV et ainsi de suite, quoi. Voilà. Donc je pense que j'ai fait à peu près le tour des différentes démos, parce que j'ai montré les différents exemples avec GitLab CI. Donc on va retourner un peu dans les slides pour peut-être conclure. Alors, j'arrive là. Alors, en conclusion, j'ai essayé à travers ce talk de vous montrer que Docker Bake apporte une standardisation pour gérer vos builds. Alors, on avait l'habitude de faire du Docker build ou parfois même d'utiliser d'autres outils de build. Mais là, en l'occurrence, Docker Bake, c'est des fichiers HCL avec une standardisation, une élégance, et je dirais même un peu une modernité, parce que voilà, c'est assez intéressant, je trouve. Et cette possibilité aussi de composer dans la ligne de commande, de faire de la composition de files qui apporte encore un peu plus de puissance, la notion de matrix, le cache qui est facilement utilisable. Donc ça, c'est vraiment intéressant. En plus, ça dépend de BuildX. Donc si vous avez BuildX, qui est devenu un peu la CLI par défaut de Docker depuis un moment, vous bénéficiez de toutes les optimisations côté Docker Build Kit, avec du caching, des parallèles builds et ainsi de suite. Donc c'est intéressant. Je pense que c'est intéressant pour vous peut-être de l'explorer. On a aussi vu que c'est facilement utilisable dans des outils de CI/CD existants. Donc là, je l'ai intégré dans Cloud Build, GitHub Actions et GitLab CI. Donc on voit que c'est facilement... voilà. Après, un des petits inconvénients pour le moment que je vois de Bake, c'est que, comme je l'ai expliqué, il manque un peu ces notions de for each qu'on a un peu l'habitude d'utiliser dans Terraform, qui apporte un peu plus de puissance. C'est un peu comblé par les matrix, mais je pense que l'outil va évoluer encore plus, va apporter encore plus de fonctionnalités. Donc je trouve intéressant, voilà, je pense que ça peut vous apporter vraiment quelque chose dans votre quotidien de tech. Voilà. Là, je vous ai mis une slide où je vous partage le repo GitHub. Donc, tout le code que je vous ai montré est dispo dans mon compte GitHub. Vous pouvez cloner le projet, travailler avec, faire à peu près tout ce que vous voulez. Je vous partage aussi les slides et aussi un QR code pour des feedbacks. Donc, n'hésitez pas à me donner des feedbacks pour m'aider. Voilà, ça m'aiderait bien. Merci beaucoup.